Je voudrais peut-être commencer par parler de ce qu'on appelle la protection, parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour protéger les femmes. Et quand vous parlez de protection, prenez-le de façon simple, c'est-à-dire étymologiquement parlant, c'est la lutte contre les violences, les abus, l'exploitation et la négligence. Et je suis certain que au niveau de ces quatre, disons, de ces quatre mots qui définissent la protection en soi, les femmes et les filles sont encore beaucoup plus victimes que nous, en tant que garçons. Et ce problème, il est très ancien, il ne date pas d'aujourd'hui, et il est lié à beaucoup de facteurs. Et tout part du noyau familial, parce que on a en fait attribué des fonctions sociales aux hommes et des fonctions sociales aux femmes. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Toute entité sociale définit au fil du temps sa façon de fonctionner. Mais au vu de l'évolution, on doit se rendre compte qu'à un moment donné, on a défini ceci comme règle ou fonction sociale, mais on doit, si vous voulez, questionner la stratégie. Est-ce que nous n'avons vraiment pas posé un acte qui soit de nature à, disons, à freiner les jeunes filles par rapport à leurs droits? Maintenant, parlant de droits, je dirais par exemple qu'il y a des principes qui sont mondialement acceptés. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la propriété et le droit à la protection. Si je parle par exemple des questions de propriété, nous savons tous que traditionnellement, on aime souvent à dire chez nous que bon, les filles, ce n'est pas la peine qu'elles héritent des biens laissés par le père de famille. Ce qui n'est juridiquement pas possible, et même religieusement parlant, pas possible. Je m'excuse de parler peut-être de ce que je connais comme religion, je suis musulman, mais je sais que dans le droit islamique, la femme a droit à la propriété. Elle a droit à l'héritage. Pour en revenir au sujet, les droits, ça s'acquiert. Ça s'arrache, je dirais. Ça ne s'obtient pas. Il est très facile de les mettre sur papier, mais la mise en œuvre reste un problème majeur. Nous travaillons dans des zones où nous faisons la promotion de l'éducation de la jeune fille. Mais très souvent, on nous oppose des facteurs sociaux. Non, de toute façon, elle va aller à mariage. Est-ce que c'est nécessaire que j'investisse autant sur elle? Bon, elle a atteint cet âge-là, je n'arrive plus à la maîtriser. Est-ce que c'est pas mieux que je la mette en situation de mariage pour éviter, si vous voulez, une procréation en dehors des normes socialement acceptables et qui serait de nature à souiller l'honneur de la famille? Parfois, on se dit, bon, je n'ai pas de grands moyens. Est-ce que c'est pas nécessaire de trouver à caser ma fille? Je préfère utiliser ce terme. Il ne s'agit pas de l'amener à mariage, mais c'est la caser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je trouvais moyen d'enlever des charges sur moi au détriment des droits de ma fille. Par contre, par rapport au garçon, je fais tout ce qui est humainement possible pour qu'il soit mon héritier valable. Est-ce que, en réfléchissant comme ça au sein de nos sociétés, on n'est pas nous-mêmes en train de jeter les bases de la discrimination vis-à-vis des femmes? Ça, ce sont des questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Maintenant, par rapport aux grands défis, c'est que, en matière de droits des filles ou des femmes, c'est que jusqu'à présent, nous sommes confrontés à un refus de l'application des lois, ça c'est d'un côté, mais le second côté est à un problème d'évolution sociale au niveau même de la population. C'est pourquoi, très souvent, vous entendez des gens dire dans le quartier, par exemple, que non, si ton mari te frappe, c'est normal. N'est-ce pas? Mais si la femme frappe le mari, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. C'est-à-dire, je pose ce type de questions, c'est pour vous amener à poser des questions qui peuvent, si vous voulez, nous amener à un débat constructif. Parce que le problème, il est sociétal chez nous.
Si vous regardez du point de vue de la loi, je ne pense pas qu'il y a un pays qui a des lois aussi bien fournies que la Guinée. Hein. Parce que tout est calqué sur, si vous voulez, la loi française, les lois européennes et autres. Le texte est parfaitement bien écrit. Mais c'est l'application qui reste et demeure le principal problème au niveau du pays. Maintenant, ça c'était ramassé par rapport aux questions de droit et à l'origine même de la discrimination. Parce que si vous voulez comprendre ça facilement, il faut séparer les questions de sexe et de genre, parce que ça fait deux choses différentes. Le sexe, c'est par rapport à, si vous voulez, à l'identité biologique. On sait que tel est appelé femme, l'autre est appelé homme. Mais quand on parle de questions de genre, c'est quand on rentre dans les fonctions sociales anormalement attribuées à des personnes, en lien avec leur caractère physique. On dit que la femme doit, si vous voulez, assurer le ménage, elle doit s'occuper des enfants, elle doit faire la cuisine et tout ça. Bon, tout ceci, ce sont des fonctions sociales qui ne sont pas tout à fait mauvaises. Hein. Il faut trouver un juste milieu. Parce que on est en train de pousser à l'émancipation. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut faire en sorte aussi qu'on ne porte pas atteinte à nos valeurs sociales parce que ça peut provoquer des troubles que l'on ne pourra pas contrôler par la suite. Toutes les valeurs sociales ne sont pas mauvaises. Il y en a qui sont bonnes, qu'il faut perpétuer, mais il y en a d'autres qu'il faut faire évoluer. C'est pourquoi c'est un sujet que je dirais extrêmement sensible. Mais tenant compte des réalités du pays, je pense que ce n'est pas un problème pour une femme de s'émanciper en Guinée, du point de vue de la loi. Mais même si vous circulez dans Conakry, moi j'ai vu des femmes qui conduisent des camions au port. J'ai vu des femmes, bon, je les vois tous les jours d'ailleurs dans la police, la gendarmerie. On les voit à la douane, un peu partout. Ça veut dire que, administrativement parlant, l'État en soi n'est pas un frein. Parce qu'il n'y a aucune fonction qui est interdite à une femme ici. N'est-ce pas? Ça nous renvoie à quelle question? C'est quel est le frein à l'épanouissement de la femme? C'est ensemble dans nos débats que nous pourrons situer cela. Savoir est-ce que c'est du point de vue de l'État, est-ce que c'est du point de vue de la société? Maintenant, quand il s'agit de femmes en politique, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a des femmes qui sont leaders de partis politiques ici. Il y a des femmes qui sont députées. Il y en a qui sont dans le gouvernement, un peu partout. Mais il y a un problème de représentativité. Et ça aussi, pour que l'on soit vraiment objectif dans l'analyse que nous allons faire, il faut chercher à savoir est-ce que c'est l'État le frein? Est-ce que c'est la structuration des partis même qui est le frein? Ou est-ce que c'est l'engagement même des femmes qui constitue le frein? Voilà des grandes questions probablement que je ne pourrais pas répondre, mais pourquoi je dis que je ne pourrais pas répondre, c'est que je veux éviter de donner mon opinion. Je préfère que ce soit à l'issue d'un débat que nous-mêmes, on parvienne à ressortir les facteurs de blocage. Et ce sont ces facteurs de blocage, une fois identifiés, qui peuvent être adressés par des organisations comme celle pilotée par Mme Hiro. C'est-à-dire que je suis en train de donner un schéma de travail. Un problème, on l'analyse, on procède au diagnostic, on recherche les problèmes, on trouve des pistes de solutions et on les planifie dans le temps. Et qu'est-ce qui reste? C'est trouver les ressources pour dérouler le plan. Et quand on parle de ressources, entendez ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Ça veut dire que nous avons vraiment du pain sur la planche. Parce qu'au vu des statistiques qu'elle a données, s'il s'agit de 2056 pour qu'on en arrive à une certaine parité, c'est pas demain. Hein. Beaucoup d'entre nous ici seront déjà en train de tenir un bâton. Donc, ce que je voudrais en tout cas vous dire avant de clore mon intervention, c'est que si vous voulez progresser, c'est entre vos mains. Si vous voulez rester stationnaire, c'est encore entre vos mains. Pourquoi vous êtes arrivé au niveau de l'université? C'est parce que vous n'avez pas voulu gérer le statu quo, n'est-ce pas? Vous avez fait l'examen d'entrée en 7e, le brevet, le lycée, vous avez accédé à l'université, vous cherchez à être diplômé. Ben, cherchez à grandir. Cherchez à grandir. Sans, si vous voulez, il faut essayer, ce que je voulais dire, il faut essayer de se départir de l'orgueil, parce que c'est ce qui empêche le progrès, très souvent.
Quand j'ai fini l'université, la première fonction que j'ai assumée, c'était agent commercial. D'une structure, à l'époque, l'informatique là n'était pas très développée, il y avait quelques-unes qui vendaient du matériel informatique. Bon, je ne voulais pas rester à la maison, ça a été la première chose que j'ai eu à faire. Et pour vous dire que quand vous fournissez de l'effort, vous croisez Dieu sur votre chemin, c'est que c'est en tentant de faire la promotion de ces produits que je suis allé dans un projet américain qu'on appelait à l'époque le PGRN. Je suis rentré rencontrer le directeur du centre qui était en train de chercher quelqu'un qui allait promouvoir l'abandon de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon et tout ça pour utiliser des technologies plus appropriées, c'est-à-dire pour réduire la pression sur l'environnement. Et dans nos discussions, je lui ai parlé de ces produits, il me dit, mais tu sais bien défendre ça. Si on te dit par exemple de défendre la protection de l'environnement, qu'est-ce que tu dirais? J'ai commencé à développer des pistes de solutions. Tout bêtement, je dirais, je suis allé tous azimuts, j'ai essayé d'expliquer ce que je pense, qu'est-ce que j'ai structuré, et il a posé des questions et j'ai défendu. À la fin de notre entretien, il me dit, vous êtes intéressé par travailler ici? Je l'ai regardé comme ça, il dit, non, je considère que vous venez de faire un test. Si vous êtes intéressé, je vous fais une offre. Voilà comment j'ai intégré les projets, les ONG jusque là où je suis là. Comme elle l'a déjà dit, peut-être que je vais être un peu plus précis. Aujourd'hui, je suis spécialiste senior du programme de protection et du développement de la femme pour la Guinée et le Sénégal. Ce n'est pas parti de rien. J'ai accepté beaucoup, j'ai accepté d'apprendre et autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans ma biographie. Ce que je voudrais, j'ai donné cet exemple, c'est juste pour vous faire comprendre que si on ne fournit pas d'efforts, on n'obtient rien. Si vous attendez qu'on décide un jour de dire que non, normalement le gouvernement va vous donner 50% de femmes, on va l'écrire sur papier, ça n'arrivera pas. Il faut que vous appreniez. Il faut que vous appreniez à démontrer que vous êtes aussi intelligente que les hommes, sinon plus. Parce que naturellement, de toute façon, la femme est beaucoup plus solide que l'homme. C'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Mais vous pouvez voir une femme qui est enceinte, qui va au marché, qui vient, qui prépare, qui garantit tout à la maison. Elle porte le bébé, elle fait tout, elle assure tout. Moi, je suis père, je sais, mon enfant, je l'adore, mais je vous assure que quand je fais 1 heure ou 2, parfois, je dis à sa mère, viens le récupérer là. Parce qu'il commence à m'embêter. Pourtant, elle ne s'emmerde jamais avec. Ça veut dire que la capacité de gestion du stress est extrêmement élevée chez la femme par rapport à l'homme. Mais il suffit de mettre ça en valeur.